Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission Les Arts Lanaudière, la magie prend place en studio. L'histoire avec un grand T, 1er décembre 1922, une date marquante et des œuvres colorées et évocatrices. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. La Ville de Terrebonne a élaboré une approche originale et captivante pour vous plonger dans ces grands moments depuis 1673 jusqu'à nos jours. Cette exposition vous aidera aussi à saisir comment certains événements deviennent historiques. Notre collaboratrice Audrey Lagacé-Dosti a assisté au vernissage. On va parler de Terrebonne de 1673 à aujourd'hui. Et quoi de mieux que ce site enchanteur donc pour en faire l'exposition? L'histoire avec un grand T, c'est bel et bien le nom de la prochaine exposition qu'il va y avoir ici au cœur du Vieux-Terrebonne dans la maison Belle-Île, qui a pour mission justement de transmettre les histoires oubliées, les histoires perdues à travers les décennies, les siècles qui sont depuis la création de la ville de Terrebonne. Allez voir Marie-Ève, muséologue, qui va pouvoir nous en dire davantage. À travers l'histoire que vous avez découverte dans la ville de Terrebonne, ça a été quoi le point de départ qui vous a fait en sorte qu'il y a eu un effet domino avec l'exposition? Je dirais beaucoup l'idée, comme on discutait entre nous, de présenter les points de vue de plusieurs personnages, de plusieurs couches, parce que traditionnellement, on parle beaucoup des bourgeois, donc des gens du front bourgeois qu'il y a ici dans les bâtiments où il y a maintenant le Collège Saint-Sacrement, le long de cette rue-là. Mais là, on voulait aussi présenter les gens qui habitaient plus monsieur, madame, tout le monde, et ça a entraîné beaucoup de discussions en termes, oui, mais on n'a pas grand-chose qui reste de ces gens-là. Il n'y a pas grand-chose qui s'est rendu jusqu'à nous. Donc, l'idée de transmission a fait de plus en plus sa place et c'est ce fil conducteur-là qui est devenu l'exposition, finalement, où on présente plus l'idée de c'est ce qui s'est rendu jusqu'à nous, pourquoi ça s'est rendu jusqu'à nous et les trous qu'on a là-dedans versus une histoire chronologique comme on est habitué de voir et comme on l'avait dans l'ancienne exposition. Vous vouliez sortir des cadres, oui. Vous vouliez apporter ça au niveau plus familial. Oui. Comment est-ce que vous éprouvez ça de faire vraiment un changement de vent? Comment on peut décrire ça? Moi, personnellement, c'est pas un si gros changement de vent que ça parce que j'ai travaillé beaucoup en contexte de centre de sciences, en contexte d'exposition très, très interactive avant d'arriver ici. Donc, c'était d'amener ces techniques-là à un discours en histoire que ça fonctionne très bien. L'histoire s'interprète très bien avec ça. On a le bonus d'avoir des objets réels versus d'avoir des idées, ce qui est fantastique en termes de muséographie. J'ai toujours pensé que le Vieux-Terrebonne avait quelque chose de magique. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que la magie va avoir lieu ici dans l'exposition? On l'espère. On a essayé de jouer un peu sur le code, avec les codes du théâtre pour créer notre lien avec le TVT qui existe, mais que les gens n'ont pas nécessairement conscience d'être un tout, de mettre le vieux Terrebonne à l'avant par ça, mais aussi par l'animation qu'on va faire avec nos guides pendant la saison estivale, par une vitalité au niveau de l'exposition aussi qu'on avait perdu dans les dernières années, vu l'âge de la permanente qui était là. Il faut vraiment venir vivre l'expérience, oui. Venir interagir avec ce qu'il y a comme exposition, oui. Les théâtres, pour vivre l'expérience. Le droit de fouiller, le droit d'ouvrir tout ce qu'il y a à faire. Je suis sûre que tout comme moi, vous êtes toujours impressionnés par les tours de magie. Eh bien, ce soir, vous allez être servis parce que mon invité, c'est Fredo le magicien. Depuis 35 ans, il fait des spectacles de magie pour les jeunes à travers le pays. Il va nous en faire un petit à la fin de l'entrevue. Salut, Frédéric. Salut. Ça va? Ça va très bien, merci. Très contente de te retrouver. Je suis content d'être dans votre studio.
Tu avais un spectacle il n'y a pas si longtemps de ça. Ouais, j'étais à Terrebonne le 2 mars pour la semaine de relâche, dans le cadre des petits tannants. Et la foule, le théâtre était rempli de petits tannants, justement. Cool. C'était pas mal le fun de me retrouver chez nous, dans le théâtre, un des seuls théâtres au Québec, Grand Théâtre, que j'avais pas fait encore. Alors, c'était pas mal spécial. J'ai vécu quelque chose de pas mal de fun. Puis qui est de ta région en plus. C'est ça, c'est comme ma cour, tu sais. Je suis arrivé à Terrebonne, j'avais 11 ans. Puis j'ai 49 ans. Fait que je suis dans la région depuis ce temps-là, tu sais. C'est fou, hein? Fait que, ouais. Puis je passais souvent devant le théâtre, puis je me disais, je vais le faire. C'est pas vrai que j'ai fait celui de Rimouski, celui de Sherbrooke, celui de partout au Québec, sauf celui-là. Alors, voilà, ça a été fait. Puis t'es tellement partout. Si je me trompe pas, t'es pas mal le magicien pour jeunes de référence au Québec. Ben, tu sais, j'ai Parce qu'il y en a choisi. pas tant, hein? Oui, on est une dizaine de magiciens, tu sais, qui gagnons notre vie au Québec avec ça. Alain Choquette, Luc Langevin, entre autres. Et un jour, tu sais, j'ai fait une émission de télé, peut-être qu'il y en a qui vont se rappeler, Bulldog Bazar, Oui. à Radio-Canada, les samedis matins pendant 5 ans. De 21 à 26, 27 ans. Puis avant ça, je faisais pour vraiment n'importe qui, là. Je faisais adulte, enfant, ado, mariage, tu sais, je faisais tout. OK. Puis cette émission-là m'a donné le créneau jeune public. Puis sais-tu quoi? Ça fait bien mon affaire. Parce que c'est mon genre de niaiserie, c'est mon genre de folie, c'est l'énergie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ce que j'aime. Puis versus un adulte qui, souvent, quand tu lui fais un tour de magie, mettons que tu es rendu au 3e tour, bien, Il essaye encore de comprendre. ils réfléchissent encore au premier. Tandis que les enfants, c'est « je te suis, let's go, on embarque ». Tu sais, il faut pas les prendre pour des nonos, surtout pas dans notre ère maintenant, parce que ils ont YouTube, ils ont plein d'affaires, ils en ont vu des tours de magie. Donc, faut vraiment pas faire comme « c'est des enfants, ça va être facile ». C'est pas ça du tout. Mais, tu sais, c'est le genre de folie, c'est le genre de blague que j'aime beaucoup. Puis, en même temps, ben, tu sais, il y a les adultes qui amènent, avec qui les enfants viennent voir mon spectacle. C'est les adultes. Ouais. T'sais, fait que si les adultes n'ont pas de fun, ben, ils reviendront pas le voir, mon spectacle. Fait qu'il faut que les adultes aient du plaisir aussi. Puis ce que je m'amuse à faire toujours, c'est un peu comme les films comme Shrek, comme les Minions. Il y a toujours un genre de deuxième degré un peu, ou des blagues qui s'adressent un peu plus aux plus vieux, aux adultes. Ouais. Il faut comme, OK, un clin d'œil pour nous autres, tout ça. Bien, j'essaie d'inclure ça dans mon spectacle. Fait que ça fait que tout le monde trouve son compte. Mais c'est pas un petit peu plus complexe, justement, si on y va avec le public jeunesse, parce que, justement, s'il y a des adultes, tu dois travailler comme en double. Ouais. Ben en fait, oui puis non. Parce que, tu sais, les adultes ont un cœur d'enfant, Ouais. souvent caché pas trop loin. Fait que, tu sais, l'important, là, moi, je pense, c'est d'avoir, tu sais, une belle dynamique, de les incorporer. Tu sais, dans mon spectacle, j'ai 1 tour sur 2 minimum qui a de l'implication d'un enfant. Sinon, d'un adulte et d'un enfant. Fait que les adultes se sentent impliqués, ils sont sur le qui-vive. OK, ça se peut qu'ils me choisissent. Tu sais, fait qu'ils sont impliqués. Des fois, je les taquine un peu plus eux autres que les enfants. C'est bien correct comme ça, parce que ça fait rire les enfants beaucoup. Ouais. Puis, des fois, ça fait voir, tu sais, moi, hey, je savais pas que mon père ou ma mère elle faisait des blagues de même, ou elle pouvait être drôle comme ça. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est du travail, mais c'est fun. Puis t'es énormément, je veux dire, persévérant, travaillant. Depuis que tu as 11 ans que tu fais de la magie, Ouais. tu savais que c'était ça que tu voulais faire. Puis quand on s'est parlé tantôt, je me disais, ouais, mais t'as pas eu d'autres job-in. Tu sais, les étudiants, souvent, on travaille soit dans des boutiques, des restaurants. Toi, non. Non. Moi, j'ai su à 11 ans que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Avant ça, je savais que je voulais faire de la scène. Je savais pas ce que j'allais faire. Puis un jour, à l'école, j'ai vu un magicien. J'ai vu la réaction de mes amis. Les yeux, les rires, tu sais, la bouche ouverte. Puis j'ai fait, OK, c'est ça que je veux créer comme réaction. C'est ça que je veux que les gens, quand ils vont me regarder, c'est ça que je veux. Fait que, à 11 ans, je suis passé de Laval à Terrebonne. Et ça a donné que dans le bloc où ma mère avait acheté son condo, il y avait un jeune qui connaissait une boutique dans le Vieux-Terrebonne où il vendait des tours de magie. Alors, en revenant de l'école, même durant l'été, là, mais en revenant de l'école à partir du mois de septembre, c'était sur mon chemin de retour. OK. Et j'arrêtais là à tous les jours. Et le propriétaire de la boutique était un magicien aussi. Fait que c'était ma place parfaite. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Donc, à tous les jours comme ça. À 18 ans, je suis allé en communication à l'école, au cégep. Puis j'ai fait 1 an et demi de communication. Puis j'ai dit à ma mère, là, les projets commençaient à embarquer, là. Tu sais, toute l'équipe. Puis j'ai dit à ma mère, Maman, je me rappelle exactement. Elle était assise dans son lit, en train de lire un livre. Je rentre dans sa chambre, je fais, Maman, je vais pas à l'école demain. Elle fait, ah, pourquoi? Parce que je veux tout mettre mon énergie à partir de maintenant dans la magie. Je suis sûr qu'en dedans d'elle, ça a craqué. Ouais. Sûr.
mais elle savait l'énergie, le temps que je mettais là-dedans. Puis que même si, des fois, les contrats, les spectacles, c'était plus difficile, elle savait. Tu sais, j'avais montré, j'appelais à la télé les recherchistes pour dire « Hey, prenez-moi. Je suis là. Je suis là. » Ouais. J'appelais les spectacles, les écoles, toc-toc, j'envoyais des affaires. Il n'y avait pas de courriel à ce moment-là. J'envoyais des enveloppes. Tu sais, elle voyait l'énergie puis le jus que je mettais là-dedans. Fait que j'imagine qu'elle devait avoir peur un peu, inquiète un peu, comme les mamans. T'sais. Oui, puis en même temps, il n'y en avait peut-être pas tant non plus. Non, il n'y avait pas de référence tant que ça. Il y avait Alain Chaquette un peu, mais c'était un adulte déjà. Puis c'est ça. Fait que ça a été la magie. J'ai travaillé 6 mois à la boutique de magie. Puis j'ai découvert que le 9 à 5, c'était pas pour moi. J'avais un petit peu travaillé à la boutique de ballons dans le Vieux-Terrebonne. Okay. Mais ça, c'était... Je faisais une pierre deux coups. Je travaillais là, mais la vraie raison, c'est que j'étais en communication avec le propriétaire, Alain, aussi, un autre Alain. Puis j'étais en communication avec lui, puis je parlais de magie, tout le temps. Fait que, voilà, ça a été ça. Sinon, après ça, ça a été que les spectacles, la télé, puis après ça, la création de projets un peu aussi d'envergure qu'on fait d'ailleurs à Mascouche en ce moment. Oui, bien j'aimerais ça que tu me parles de chapeau et de frissons. Oui. Parce que c'est toi qui as parti le festival Chapeau. Oui, on a parti Frisson et Chapeau parce que je revenais de Disney. Pour Frisson, entre autres, là, je revenais de Disney, puis je disais, OK, je veux créer quelque chose que la famille va triper sur l'Halloween, tout ça. Puis j'avais un ami qui travaille sur des choses à Repentigny. Je dis, Louis-Philippe, je veux que tu embarques avec moi. Let's go. Ensemble, on va faire ça incroyable. Puis, on a parti Frisson. Après ça, on s'est dit, hey, c'est le fun de créer des affaires. On a lancé Chapeau, qui est un festival. En anglais, on dit busker. Donc, ça représente quelqu'un qui passe le chapeau après son spectacle. OK, oui. Donc, il n'y en avait pas au Québec. Il y en avait un à Ottawa, un à Halifax. Mais entre les deux, il n'y en avait pas. OK. Je dis, parfait, on lance ça. Fait que ça aussi, c'est un dada. Mais tu sais, c'est pas bien loin de la magie, hein. Tu sais, c'est les yeux, les réactions, faire triper la famille ensemble. C'est ça. Voilà. Et dis-moi, là, il y a un autre spectacle qu'on peut aller voir un peu partout à travers le Québec qui s'appelle Un éléphant dans la pièce. Exactement ça. Puis si on veut te suivre, si on veut avoir les dates de spectacle, puis regarder un peu ce que tu fais. Bon, c'est sûr que si on va sur YouTube, il va y avoir plein de petits trucs. Il y a des choses, c'est sûr, oui. On va retrouver même, dans le temps, tu faisais des capsules pour Cinéplex. Oui, il y a des petites affaires là. Oui. Je pense qu'on peut en trouver 4-5 sur ma chaîne YouTube, entre autres. OK. Oui, parce que ça aussi, ça a été le fun. Ça m'a fait voir partout au Canada. Oui, puis pendant la pandémie, ça a dû être vraiment comme le meilleur moyen. Ah, ça a été parfait, ça. Oui. Oui, exactement. Fait que, ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça m'a fait voir partout. Puis si les gens veulent me voir, fredolemagicien.com, sur Facebook, sur Instagram, Fredo le Magicien. Vous allez avoir des dates de spectacle. Je suis là pas mal. Certains diront peut-être un peu trop. Mais, tu sais, dans la vraie vie, je parle tout le temps. Fait que pour moi, Facebook, Instagram, c'est juste une extension de ce que je suis. Tu sais, je raconte ma vie, je raconte mes affaires tout le temps. Fait que là, j'ai juste une autre place pour le faire. C'est cool. Fait que les gens peuvent aller là, puis au pire... Je sais aussi dans le temps, bien, je sais que tu en fais peut-être un peu moins, mais je me souviens, moi, je travaille dans les écoles comme éducatrice, puis on s'est croisés à un moment donné à La Plaine. Tu étais venue dans une école où je travaillais. Est-ce que tu en fais encore? Beaucoup, parce que je sais que tu mêles beaucoup l'éducationnel avec tes shows. En fait, tu sais, il y a la partie... partager ma passion de la magie. Donc, je donne des ateliers dans les écoles ou des parascolaires. Donc, pendant 8 semaines, une école me choisit et je vais là tous les mardis midi, mettons, tous les mardis soirs. Mais j'en fais moins qu'avant. J'en ai déjà fait 9 écoles différentes par semaine. Fait que là, c'était comme, wow, c'est trop. Mais maintenant, j'en choisis 1 ou 2 par session, donc avant Noël, après Noël. Puis, c'est ça. Fait que, oui, je partage ma passion de la magie avec les enfants, mais en même temps, tu sais, pour moi, la magie, c'est une façon d'entrer en contact avec les autres extraordinaire. Fait que la fille, le garçon qui a 8, 9 ans, un peu gêné, tu sais, la magie, là, tu peux pas faire ça devant ton miroir pendant des années, là. Tu sais, puis les cartes, tu peux pas les collectionner pour toi, là. Il faut que tu le montres. Fait que je trouve que c'est une façon d'entrer en contact avec les autres extraordinaire. Moi, ça m'a aidé, puis je suis sûr que ça aide d'autres personnes aussi. Parfait. Fait que je fais des spectacles dans les écoles aussi. Puis ça, c'est ma vie. Tu sais, je fais école, festival, événements de ville, puis théâtre. Parfait. Un peu partout au Québec. Fait que si on veut te rejoindre... Oui, fredolemagicien.com ou les autres trucs, là, Instagram, Facebook, machin. Fredo le Magicien. Parfait. Et là, parlons de cartes. Il nous reste à peu près 1 minute et demie. On joue. Moi, je t'avoue que j'adore la magie, mais j'haïs bien ça en même temps. Puis je suis le type d'adulte typique qui essaie de comprendre, qui comprend rien, puis ça me fâche. OK. On joue à un jeu. J'aime ça. Tu sais quoi? Oui. Il y a un jeu de cartes entre les mains, échappe-les pas. Parfait. J'ai un deuxième jeu de cartes ici. OK.
on va voir, est-ce que tu connais la synchronicité, c'est-à-dire, tu sais, quelque chose qui se passe quelque part, puis là, l'autre bord, c'est « Hein, on s'est habillé pareil. Oui. Hein, OK. Oui. OK. Je veux que tu regardes les cartes. Assure-toi que toutes les cartes sont différentes. Si tu as le goût de les montrer, tu peux le faire aussi, OK? Mais assure-toi, triche pas, OK? On veut pas dire que Patricia est tricheuse. C'est bon, est-ce qu'on voit toutes les cartes qui sont là? Attends, bouge pas, on va trouver ça. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Ben, regarde, sais-tu quoi? Tu le sais, toi? Tu le dis à tout le monde? Tout est différent. Parfait. Elles sont toutes là, toutes différentes. OK. Avant de m'en venir, là-dedans, j'ai tourné une carte à l'envers, juste une. OK. 52. 51 qui regarde par là-bas, une qui regarde dans l'autre direction. Prends-en une au hasard, celle que tu veux. Tourne-la à l'envers dans le jeu. OK. Tourne-en une. Ta tourne. Ouais, parfait. Super. OK. Donc, t'as fait ça. Ouais. Voyons voir si la synchronicité est là. T'en as tourné une au hasard, t'as pris n'importe quelle, là, puis je t'ai vu faire au hasard vraiment. Ouvre le jeu de cartes et montre-nous la carte que t'as. On va l'enlever. 7 de carreau. Parfait. Serais-tu surprise de voir la même carte à l'envers là-dedans? Non, je sais que t'es bon, puis c'est ça qui me ça. fatigue. Il y a une carte à l'envers juste là. C'est le Joker, ça compte pas. T'as eu peur, hein? T'es prête? T'as bien ça. Quelque part là-dedans, il y a une carte à l'envers. Là. Oui. Est-ce que tu la vois? Je la vois. C'est bon. T'aurais pu choisir n'importe laquelle, hein? Oui. 7 de carreau. Regarde ça. 7 de carreau. Voilà, c'est comme ça. Un Synchronicité. jour, il va falloir que tu nous l'expliques comment, par exemple. Ma phrase préférée, c'est « Es-tu capable de garder un secret? » Pas tant. Moi, oui. C'est de valeur, hein? Voilà, Merci, ça s'arrête Fredo. comme ça. Hey, merci. Bye, là. Salut. La représentation de femmes fortes, les différentes étapes de la vie et la beauté de la nature sont les thèmes centraux des œuvres de Catherine et Lee Harvey. Ces toiles se distinguent par l'utilisation de couleurs vives pour exprimer les aspects parfois tragiques des sujets d'actualité qui résonnent en elles. Lily Rose McSween a été la rencontrer. Nous sommes présentement au Centre d'art Diane Dufresne pour l'exposition Paradis perdu de Catherine et Lee Harvey. Comment ta carrière de peintre a-t-elle commencé? Mais en fait, moi, je travaille à temps plein en santé mentale, donc c'est un à côté. J'ai commencé à peindre en 2017, et puis ça a été une révélation pour moi. J'avais jamais peint avant, et puis je me suis lancée là-dedans à corps perdu, quotidiennement. J'ai jamais arrêté depuis, donc c'est une passion qui a pris toute la place dans ma vie, je dirais. J'utilise de l'encre acrylique, donc différent de l'aquarelle, parce que quand ça sèche, on peut plus retravailler dessus. Donc, c'est de l'encre acrylique et de la gouache aussi, parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur au niveau de mes œuvres. Donc, je mets plusieurs couches, plusieurs détails. Fait que l'encre acrylique permet ça. Puis c'est sur du papier 100% coton, donc un papier qui est très, très épais pour pouvoir justement utiliser beaucoup de médiums. À quelle fréquence peinturez-vous par semaine? Je dirais que c'est presque à tous les jours, quand j'ai le temps, parce que justement, avec le travail, les enfants, donc c'est souvent le matin, je me lève très tôt, 3h30, je peins le matin, je peins pendant les siestes des enfants. Je dirais, dès que j'ai des temps libres, ça occupe une grande partie de mes temps libres. Tu sais, je passe souvent 3-4 œuvres en même temps, parce que j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, fait que ça roule. Je les fais en même temps, le temps que ça cesse aussi, mais ça prend plusieurs mois. Là, disons, j'en pars 4 œuvres, ça va me prendre plusieurs mois à les terminer, parce qu'il y a beaucoup de détails, puis c'est peint avec des pinceaux qui sont très, très petits. Donc, c'est très long. J'ai remarqué que sur vos œuvres, vous avez beaucoup de forêts. Qu'est-ce que ça représente, les forêts? Bien, c'est très dur à dire, en fait, parce que je le dis dans mon exposition, mais je suis une fille vraiment de ville. OK, j'aime vraiment l'asphalte, j'aime la ville. Je suis pas une fille de campagne, mais on dirait que c'est les paysages qui sont, je pense, dans ma tête. Puis c'est aussi ça que je vois dans la ville, c'est-à-dire dans les parcs, entre les craques de trottoir. Donc, moi, je vois... C'est un peu une expression de voir de la beauté un peu partout. Même au centre-ville de Montréal, même où c'est gris des poubelles, moi, je vois ça dans ma tête, dans mon esprit. C'est les paysages que je vois. Sur certaines de vos œuvres, vous avez des femmes soit nues, déguisées en animaux ou en souffrance. Quel message vous voulez dire par ça? Bien, par rapport à les femmes, c'est beaucoup autobiographique, peut-être une dramatisation un peu, mais c'est beaucoup ça. Donc, pour moi, c'est le portrait de toutes les souffrances par lesquelles une femme peut passer, que ce soit la mort, les problèmes de santé mentale, la détresse, même la maternité aussi, qui est, même si c'est un merveilleux voyage, rempli de difficultés. En tout cas, du moins, pour moi, ça a été parsemé d'épreuves. Donc, c'est ça que je veux représenter dans mes œuvres. Et les animaux, eux, qu'est-ce qu'ils représentent dans vos œuvres? Pour moi, mes animaux sont comme humains, ils ont des regards humains, ils expriment des émotions humaines, donc ils ne sont pas vraiment des animaux, c'est comme une autre représentation de l'être humain, puis des émotions, puis de ce par quoi on passe.
Et comment trouvez-vous vos inspirations? Dans ma tête, je dirais que j'ai un esprit très fertile. Ça bouge beaucoup, ça tourne beaucoup. Fait qu'en fait, il y a trop de choses dans ma tête. Fait que l'art, pour moi, c'est une façon d'extérioriser tout ça, de me sentir plus en paix après parce que c'est sorti de mon esprit une fois que c'est sur papier. Donc, l'inspiration, je pense qu'elle est dans mon esprit un peu surmené. Un peu fou, peut-être, mais oui. Pour quelle raison avez-vous nommé l'exposition Le Paradis perdu? Mais moi, c'est vraiment une représentation, je pense, de l'idée, quand j'ai eu mes enfants, ça va paraître sûrement étrange, mais je trouvais que c'était comme presque cruel d'amener un enfant au monde, dans le sens que j'avais peur pour mes filles de qu'est-ce qu'elles allaient vivre, de ce qu'on passe tout à travers ça. Dans le fond, la vie, de toutes les difficultés, fait que j'avais l'impression qu'on quitte un peu le ventre de sa mère, mais c'est la vie, en fait. Puis pour moi, c'était ça, le paradis perdu, c'est la sécurité complète qu'on a dans le ventre de notre mère. C'est un peu ça, je crois. Mais aussi à plus grande échelle, ça serait un peu au niveau écologique aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à la planète, où la société s'en va. Donc, c'est un peu ça aussi. Je partage l'exposition avec deux autres artistes incroyables, donc Méphisto Bête et Iphigénie Marcoux-Fortier. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à un artiste qui désire peinturer dans son temps libre comme vous? Travailler, c'est comme dans n'importe quoi. Je pense que l'art, c'est la même chose que n'importe quoi dans la vie. C'est comme s'entraîner. C'est comme pour devenir bon ou devenir bien dans quelque chose, il faut le faire, le répéter. Puis c'est comme ça qu'on trouve les idées aussi. Je pense que ça ne surgit pas nécessairement nulle part. Plus on en fait, plus on s'immerge dans la culture, puis dans ce qu'on aime, meilleur on va devenir, puis mieux on va être là-dedans. Fait que je pense que c'est ça mon conseil, le faire. Le faire. On se retrouve aujourd'hui à l'Auditorium Saint-Sacrement où nous allons avoir la chance de voir la pièce Terrebonne, 1er décembre 1922. Ce jour fatidique où il y a eu l'incendie ici au village. Vous avez envie d'en connaître un peu plus? Laissez-moi vous présenter le metteur en scène ainsi que l'auteur, Claude Blouin et Yannick Saint-Laurent. En fait, ça a commencé en 2015. On avait donné une conférence sur le feu d'incendie 1922. Qui a été un événement majeur. On s'est passé sous silence souvent, c'est méconnu, mais c'était un événement marquant pour les 50 années qui ont suivi, là, jusque dans les années 70. Après la conférence, on avait l'intention de créer, avec le conseiller municipal André Fontaine, il y avait la volonté, lui, le désir qu'on ait un événement marquant, annuel, qui pourrait être amené surtout à l'extérieur, pour faire visiter dans le vieux Terrebonne, puis où les événements ont lieu, et ainsi de suite. Alors, j'ai proposé qu'on fasse d'abord un déambulatoire. Alors, avec une dizaine de personnages, on pouvait circuler à l'intérieur en suivant un guide, un meneur de jeu. Alors, on l'a fait 3 années. La dernière année, ça a été avec l'appui d'En Partage, qui a fait un mapping sur les édifices. Et donc, c'était toujours le même parcours. Puis l'inconvénient qu'il y avait, c'est on devait faire plusieurs représentations pour rejoindre un grand public. Parce que c'était 25-30 personnes maximum à chaque fois. Alors, on l'a fait, la dernière fois, on l'a fait 3 soirs consécutifs, à 2 représentations par soir. Puis dans une météo exécrable, quand est arrivé l'idée de la commémoration, l'idée, ça a été de dire, pourquoi ne pas transposer le déambulatoire pour la scène, faire une adaptation, puis en profiter pour, quand j'ai discuté avec Yannick, en profiter pour faire une première partie où on pouvait représenter les personnages, mais dans leur quotidien. On voit là, ce qui se passe au restaurant. Cette journée-là, je m'imaginais un peu qu'est-ce qui se passait cette journée-là. Les personnages étaient où, ils faisaient quoi, ils travaillaient. Fait que là, on les voit un peu dans leur quotidien pour amener à la soirée du feu. Je vais être à la cuisine si jamais vous avez besoin. Vous n'avez pas beaucoup mangé à soir. T'inquiète pour vous. Vous mangez pas assez. Vous prenez pas soin de vous. Vous devriez consulter le docteur Rochette. Je vais bien, je te dis, là, puis je suis trop occupé pour ça. Et la deuxième partie, c'est vraiment la reprise, mais adaptée évidemment, puis enrichie, du déambulatoire. Est-ce que la mise en scène est plus facile sur scène ou dans la rue?
Ça a son lot de défis d'un et l'autre. Je pense que, c'est bon... Point de vue logistique, c'est plus facile sur la scène parce que t'as pas à bloquer de rue, t'as pas à tenir compte de ceux qui... C'est ça, puis il y a les passants qui s'arrêtent puis qui posent des questions, qui posent toutes sortes de commentaires. Sur scène, ça a amené aussi son lot de défis avec 20 personnes à gérer aussi. Mais ça a bien été. Tout le monde était super content et impliqué. Et moi, je voulais faire un petit clin d'œil aussi au débat ambulatoire avec les projections. Donc, j'ai ajouté des projections sur scène. Fait que là aussi, c'est un autre défi. Vous êtes en collaboration avec le patrimoine historique de Terrebonne et le théâtre Côte à Côte. Côte à Côte. Qu'est-ce qui a l'avantage de retirer de ces deux entités-là avec vous? Ça a été pour la première fois une collaboration vraiment étroite et intéressante. Puis moi, j'ai toujours cru et je suis convaincu que le théâtre, c'est un excellent véhicule pour transmettre les informations historiques. Ce qu'ils racontent, c'est vraiment les événements qu'ils ont vécus. Puis ce qui était rapporté dans les journaux à ce moment-là. Exactement. C'est parti de témoignages, c'est parti de reportages journalistiques, c'est parti de... Alors, tous ces gens-là ont eu leur mot à dire, ont vécu des choses atroces, mais heureusement, il n'y a pas eu de décès. Est-ce qu'on retrouve un peu de feu sur la scène? Oui, on va... Fait qu'on a des belles surprises à ce niveau-là. Quelques effets spéciaux avec les projections, mais aussi d'autres surprises là, au niveau du feu qui apparaît à un moment donné avec un personnage. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails, étant donné qu'on va écouter ça après la scène? Oui, en fait, le personnage de l'homme, qui était un peu le guide là, dans le déambulatoire. Moi, j'en ai fait un personnage qui vient nous amener un peu dans ces trucs-là. Puis lui, arrive avec... C'est lui qui a la flamme, qui allume On ne sait pas si c'est le diable, parce qu'Alexina a dit c'est peut-être le diable qui a allumé le feu. On ne sait pas qui c'est. Fait que lui, il vient et il a la flamme au début avec lui dans ses mains. Donc, il a une flamme dans les mains. Puis, ça prenait une trame dramatique. Oui, c'est ça. Avec le théâtre a ses exigences. On a saupoudré d'humour un peu aussi pour alléger un peu ça. On a de la danse, du chant. C'est ça bouge beaucoup. C'est beaucoup de entrées-sorties. Il y a des numéros de groupe aussi où tout le monde est sur scène. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite, à part le mot de Cambronne? Merde! Un gros merde. Oui, et que ça continue, en fait. Puis je pense que ce spectacle-là peut être repris, peut vivre encore. Je pense que cette histoire-là peut être racontée. Je pense que plus de gens peuvent le voir aussi. Fait qu'on aimerait ça que ça continue, que ça vive à un certain moment donné, peut-être avant le temps des fêtes, un spectacle qui reviendrait annuellement. C'est ce qui termine l'émission de Lézard-Lanaudière d'aujourd'hui. On espère vous retrouver dès la semaine prochaine pour une autre émission. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page fan Facebook, leTVRM.ca, et abonnez-vous à notre infolettre. Promis, la semaine prochaine, je ne tiens pas de jeu de cartes. À la semaine prochaine.